Monsieur Dufresne, comment allez-vous? Monsieur Boison, ça va très bien et toi? Ça va, merci. Je suis content de te recevoir sur le podcast. Merci de m'accorder de ton temps. Bah, merci à toi et avec grand plaisir pour ce nouveau podcast que tu viens de lancer, Bête de sel, j'adore le titre. On va voir Merci ce que tu beaucoup. peux Et apporter. je suis content de te recevoir. Alors, Kevin, t'es le gros hacker préféré des Français, selon ma statistique et mon étude qui est Ah, je donnée. suis français. En tout cas, t'es le gros de référence. Je vais te laisser te présenter et puis je vais aussi te laisser présenter un petit peu ce qu'est un gros hacker made in Kevin Dufresne. Ouais. Moi, du coup, je m'appelle Kevin Dufresne, j'ai 32 ans. J'ai lancé, du coup, aujourd'hui, la première formation grosse de France, hein, parce que j'ai près de 2000 personnes maintenant qui sont dans ma formation. J'ai bossé à The Family, ancien de The Family, de la belle époque de The Family, si on peut appeler ça comme ça. J'étais Dove Gross là-bas pendant 2 ans. J'ai lancé ma boîte pendant le Covid, on pourra peut-être en parler aussi, parce que c'est le moment où je me suis senti un peu le plus mal dans ma vie pour reprendre le chemin de l'entrepreneuriat, parce que j'ai commencé à entreprendre à très jeune, à 19 ans. Et j'ai globalement appris tout ce que je sais seul, en mettant les mains dans le cambouis et en galérant pendant plusieurs années, pour ensuite retransmettre tout ce que j'ai appris dans cette formation aujourd'hui. Je fais pas mal de contenu sur LinkedIn, sur YouTube, et c'est d'ailleurs sur TikTok, nous, qu'on s'est rencontrés. Je me rappelle. Exactement, Et exactement. où tu es, peut-être d'ailleurs encore, j'y suis pas retourné depuis un moment, mais Je suis sûrement en toujours. avance sur moi sur les followers. Et voilà, j'aimais bien ton approche, on a commencé, d'ailleurs c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, globalement. Bon, et moi, du coup, tu m'as réconcilié avec le LinkedIn. On en parlera aussi peut-être, mais je Hmm. trouve ça marrant comment les réseaux permettent de et connecter et peut-être changer certaines approches. Top, merci pour ton parcours. Et est-ce que tu peux expliquer ce qu'est un gros hacker? Euh, un gros hacker, c'est quelqu'un qui va contourner les systèmes pour aller chercher quelque chose. C'est souvent des personnes qui sont très créatives, des personnes dont l'école, ça a été un peu un calvaire parce qu'ils n'ont jamais pu inventer ou trouver des moyens plus optimum ou optimisés de résoudre des solutions. C'est un esprit assez technique qui sait comprendre les choses rapidement et qui les exécute très rapidement. Donc globalement, un gros hacker, c'est quelqu'un qui va rentrer dans une entreprise ou qui va monter une entreprise et qui va mettre la concurrence en PLS parce qu'il va aller beaucoup plus vite que tout le monde. Tu vois, pour un petit exemple, pour donner un peu sur plus comment dire, les résultats qu'un gros hacker peut avoir ou qu'un hacker peut avoir. C'est moi, je suis tout seul dans ma boîte et je suis devenu, du coup, j'ai fait la première formation grosse de France tout seul, alors qu'il y avait des équipes en face de moi qui étaient de 15-20 personnes, avec des budgets beaucoup plus importants que moi, hein. Il y avait des boîtes qui avaient recruté et tout. Donc c'est la vélocité d'un gros hacker qui fait qu'il est extrêmement dangereux pour la concurrence, et les idées qu'il a au quotidien pour pouvoir aller optimiser, performer, créer du contenu, et scaler, on va dire, son business de solopreneur. Après, j'ai pris des parcours un peu différents. Maintenant, je pense que le gros hacking, enfin le gros hacking, c'est comme ça que j'appelle mon métier, c'est la partie growth, donc comment est-ce que tu fais de la croissance, et la partie hacking. Et la partie hacking, elle a deux sens. Le premier sens, c'est effectivement pirate informatique. Tu m'as vu faire des trucs un peu border. Donc, la dernière fois, j'ai expliqué comment trouver les emails personnels, professionnels des gens, comment automatiser Tinder, comment automatiser Facebook. Voilà, pour trouver du business. Donc, pirate informatique et aussi le côté hack. Donc, un hack, ça a été défini dans les années 80 dans le Harvard Blog Business, je ne sais plus exactement le nom mais c'était dans le blog d'Harvard, où la personne avait défini un hacker comme quelqu'un qui réfléchit avec originalité et astuce. Donc c'est ce que je disais un peu au début, c'est comment est-ce que tu vas contourner les systèmes, et c'est ce qu'en fait aujourd'hui le métier de gros hacker, c'est comme ça qu'on peut le définir. Merci beaucoup pour les précisions. Est-ce qu'on peut dire qu'un gros hacker, c'est un peu, bon, déjà, tu as dit l'ennemi de la concurrence, mais un peu l'ennemi des commerciaux et l'ennemi des sales? Au contraire, j'ai envie de te dire, genre, c'est les meilleures personnes que j'ai formées sont devenues étaient commerciaux à la base. Parce que la seule chose qui va manquer à un gros hacker, ça va être sûrement sa capacité à vendre, parce que lui, c'est quelqu'un d'assez technique, créatif. Donc, si tu rajoutes à ça la notion business, terre à terre, offre, produit, t'en fais quelqu'un d'extrêmement dangereux. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si tu es commercial et que tu veux faire du gros, pour moi, c'est un compromis énorme pour pouvoir trouver des leads, et être très bon dans la vente. Tu vois, c'est Chris Cholin, le mec de LinkedIn, là, qui avait fait utiliser une de mes techniques. Tu as vu son calendrier de rendez-vous qu'il a eu genre, en un post LinkedIn, quoi. Et je pense que c'est pas fini parce qu'il a eu plein de gens. Et d'un côté, si tu bosses avec un gros hacker,
Donc si toi en tant que sales, ça prend le gros, il y a ça. Et si tu bosses avec un gros hacker, c'est lui qui va réussir à optimiser toutes les petites choses qui te prennent énormément de temps pour te mettre vraiment dans le focus de la vente et, euh, et te mettre, te libérer de toutes les tâches pénibles, que ce soit la création de contrats, trouver des informations personnelles ou professionnelles de tes clients, trouver le numéro de téléphone, tu fais ce genre de trucs qu'un sales passe ses journées à faire, quoi. Ouais. Là, tu disais tout à l'heure que tu es aujourd'hui numéro un en termes de formation grosse en France. Combien de temps ça t'a pris? Et quand tu disais que tu as mis la concurrence en PLS, quels ont été, qu'est-ce que tu as fait en fait de différence, si c'est possible de partager, qui t'a justement permis d'en arriver là? Euh, Il y a plusieurs choses. Je Il y a veux vraiment bien. plusieurs choses. Je vais faire attention parce que la fun fact, c'est que j'ai un concurrent qui est venu me voir ici à Lisbonne, dont je ne tairai le nom, mais qui a copié deux, trois de mes techniques et qui est déjà en train de me faire chier. J'ai dû boire un petit coup et lui dire deux, trois trucs que j'avais fait. Donc voilà, faut faire attention en partageant ces techniques. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je vais essayer de t'en donner deux qui pour moi ont été les plus importantes pour la réussite de ce que j'ai fait. La première, c'est effectivement de créer le produit ou la solution parfaite pour un type de client précis. Et c'est ce que je disais, je faisais le rapport avec la vente parce que c'est quand même l'objectif de ce podcast. Pour moi, il n'y a jamais personne qui va dire non à quelque chose qui va l'aider à résoudre un problème. Je me pète la jambe dans la rue, il y a un médecin qui passe et qui dit bah, je peux te soigner, je vais t'aider, tu vois, je vais te payer, je suis prêt à te payer, tu vois, situation d'urgence. Il y a, je sais pas, un montage de mes vidéos et je vois qu'en fait je perds trop de temps à faire mes montages vidéo et qu'un mec qui me dit vas-y, bah, c'est ce qui s'est passé, on a eu le même prestataire d'ailleurs, c'est exactement ce qui s'est passé. Il m'a envoyé un message, voilà ce que ça peut donner sur tes vidéos, j'ai fait vas-y go, tu vois. En fait, c'est identifier un problème et apporter une solution qui fonctionne, qui est prouvée et qui peut aider un client, quoi. Et je pense que il y a la phase de vente. Alors ça, c'est un débat qu'on peut avoir ensemble, tu vois. Mais il y a la phase de produit. Je trouve qu'il y a beaucoup de boîtes dans lesquelles le produit est vraiment claqué. Et les sales galèrent à vendre et du coup ils sont pas forcément contents de le vendre parce qu'après il y a de la plainte, les customer support ils s'en prennent plein la gueule et tout. Ça arrive extrêmement fréquemment. Donc sur un produit formation comme le mien, j'ai voulu absolument éviter ça et donc je me suis focus vraiment sur la qualité de ce que voulaient les gens et sur les types de contenus qu'ils voulaient. Et donc du coup, ça c'est la première chose que j'ai envie de dire, c'est créer le produit parfait, créer l'offre parfaite en parallèle de ça, pour que la personne se sente stupide de dire non. En fait, voilà, en gros, il arrive devant ta page de vente et il se dit ok, bon bah, enfin, je suis trop con de pas payer quoi. De toute façon, je pense pas que la meilleure équipe sales ne pourra pas compenser un produit claqué au sol. En fait, c'est un produit qui répond à un besoin qui n'est pas identifié ou important, et en plus qui est mal marketé. La meilleure équipe sales, elle pourra pas faire grand chose. En fait, il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin, quoi. Ouais. Ouais, bah, en fait, moi, j'avoue, j'ai des boîtes. Enfin, parfois, je comprends pas, je comprends même pas comment elles arrivent à exister ou comment les sales arrivent à bosser dans les boîtes comme ça, parce que enfin, et même le plaisir qu'ils en ont à bosser dans des boîtes comme ça, parce que honnêtement, enfin, moi, j'ai même plus besoin de passer de coup de fil aujourd'hui. Tu vois, mon business, il est en automatique. Donc, avant, je le faisais. Hein. Pour la petite histoire, avant, je faisais des calls commerciaux. Tu te rappelles, j'étais à deux doigts d'embaucher un closer comme tu m'avais recommandé. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai perdu 150 000 euros l'année dernière avec les CPF et les choses comme ça. Donc il y avait 150 000 euros de factures pas payées dans ma boîte. Donc j'ai un peu pété un câble et j'ai dit ok, c'est fait, CPF c'est fini. Et j'ai pris des décisions radicales pour justement changer cette approche et de me dire ok, faut que j'élimine cette passerelle de la vente et que je fasse de la vente automatique. Et en fait, c'était des choses, des souffrances obligatoires à vivre pour moi. Ça c'est aussi peut-être la deuxième chose. Faire des choses dont on n'a pas envie de faire. J'étais pas bon en vente, mais je me suis forcé à le faire. Mais en vendant, j'ai compris ce que les gens voulaient. Et j'ai compris ce qu'ils voulaient entendre, j'ai compris ce qu'il fallait dire, j'ai compris ce qui les faisait passer à l'action ou pas. Y a des gens avec qui je passais des heures au téléphone et d'autres personnes, je répondais oui, 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 oui tout le temps. Et le mec, à la fin, tu vois, payait alors que l'autre était en mode un mois après, il avait toujours pas pris de décision. Donc j'ai compris un peu les rouages mentaux je pense, des gens. C'était Formateur. très dur, très dur, très très dur. Parce que la vente, franchement, moi j'admire énormément les vendeurs parce que
c'est quelque chose d'extrêmement fastidieux, difficile. Convaincre, c'est long. Faut écouter. Souvent, les personnes que tu as au téléphone en face de toi sont toutes différentes. Elles ont tous des problèmes différents. Elles sont souvent, même parfois là pour se plaindre, tu vois. Donc, faut être à l'écoute. Faut être un espèce de psy, mais en même temps, quelqu'un qui veut tirer son parti à côté. Donc il y a des moments où tu vois, je passais 1 heure et demie au téléphone avec quelqu'un juste parce que la personne était à fond en train de m'expliquer sa vie, tu vois. Et genre moi, je devais enchaîner après. Enfin bref. Est-ce que là, du coup, juste, tu as mis un point qui était en avant, c'est que tu as perdu 150K à cause justement du CPF qui t'a bloqué. Je Mhm. sais ce qui s'est passé derrière. Est-ce que tu veux partager justement quel a été le bénéfice à cet inconvénient? Euh, En fait, déjà, quand tu perds 150 000 euros, c'est pas l'argent qui te fait mal, c'est le temps que tu as investi pour le gagner. Euh, Parce que moi, je savais que bon, voilà, 150 000 euros, ok, c'est beaucoup. Mais bon, c'est juste l'appartement que je me paierais pas et je le paierais dans 2 ans ou 3 ans, tu vois, pour les refaire ou j'en sais rien. Et c'est juste le temps et j'ai imaginé tout le temps que j'avais investi pour pouvoir faire ces calls, tu vois, genre où j'étais au téléphone, en train de convaincre, en train d'argumenter, en train de relancer, en train de paniquer, en train de stresser pour avoir cet argent. Donc c'est surtout, c'est ce que je voulais dire par rapport au Covid, parce que moi j'ai relancé ma boîte pendant le Covid, donc c'était ma première souffrance d'être resté enfermé pendant 4 mois, et ma deuxième souffrance ça a été celle-là. Première souffrance ça a été je monte ma boîte, j'ai réussi. Deuxième souffrance c'est je perds de l'argent, je réussis encore mieux, tu vois. Donc en fait c'est un peu l'idée de se dire chaque souffrance te fait évoluer, tu vois, un peu en ressort, quoi. C'est-à-dire tu vas vraiment bas, mais est-ce que tu te fais rebondir ou est-ce que tu restes appuyé sur le ressort, tu vois, hein. C'est-à-dire quelle est la solidité de ton ressort en fait. C'est un peu ça l'entrepreneuriat, tu vois. C'est est-ce que Qu'est-ce qui ok tu s'est vas baisser, Qu'est-ce mais qui s'est passé mentalement, genre quand il y a eu ce gros down? Parce qu'on peut, tu vois, on parle souvent de oui, il faut être résilient, mais là, quand ça te tombe sur le coin de la tronche, franchement pendant 2 semaines, une semaine j'étais vraiment au plus bas. Je faisais toujours les mêmes choses et tout. Et en fait, ce qui a fait la différence, je pense, c'est de prendre des décisions radicales. C'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui marche pas ou plus ou qui est pas optimisé, il faut changer. Moi, je pouvais pas me dédoubler Mon objectif, c'était mon mindset a changé parce qu'à l'époque, je faisais OK, je dois faire 15 000 – 30 000 euros par mois. Si je fais entre 15 et 30 000 euros par mois, je suis content, tu vois. Là, je me suis dit, il faut que je fasse 200 000 euros dans les 2 prochains mois, tu vois. Donc, j'ai changé totalement le mindset. Et en fait, je savais que, OK, pour 200 000 euros, il va falloir que je fasse X% de calls, enfin X calls par jour, parce que je faisais que des calls à la base. Donc, je suis tout seul, je peux pas me doubler. Voilà, je suis obligé de prendre des décisions radicales. Donc, c'était retravailler mon site internet, rechanger mon offre, faire des choses beaucoup plus claires, rajouter vraiment des offres, tu vois, tout ce qui est offre irrésistible en fait. Genre comment est-ce que tu rajoutes des bonus, comment est-ce que tu. Je me suis lancé à faire des webinars. Donc en fait, c'est ça le gros, c'est en fait, j'ai envoyé peut-être 20-30 actions par jour, honnêtement. 30 actions marketing, c'est-à-dire j'ai lancé un webinar, j'ai lancé un événement, je me suis enregistré pendant toute une journée sur YouTube, j'ai essayé de faire de la R&D, utiliser ChatGPT, lancer une nouvelle formation. Enfin, en gros, j'ai bombarder, récupérer des emails, créer des newsletters, créer des funnels. Enfin, en gros, j'ai tout tenté. Un peu comme si tu semais le chaos, tu vois, et après tu vois si ça marche. Et il y a des trucs qui marchaient et d'autres qui ont moins bien marché. Et du coup, je pense, que c'est l'instant panique qui m'a permis d'apprendre beaucoup plus que ce que j'avais appris en un an. Et je pense que ouais, pour revenir à ça, je pense que tout traumatisme t'amène vers un truc beaucoup plus beau derrière, tu vois. C'est même une rupture ou quoi que ce soit. Ouais, désolé, il y avait un petit bruit c'est pas chelou. grave. Mais en tout cas, ouais, ça, c'était vraiment le truc du ressort. Je pense que c'est une belle image. C'est-à-dire que quand tu es un entrepreneur, forcément, tu vas jumper, mais tu vas atterrir sur le ressort et le ressort va se plier. Et c'est quelle est la puissance de ton ressort? Est-ce que tu vas vraiment décoller ou est-ce que tu vas juste faire un petit saut et stagner? Et donc, du coup, moi, sur ça, ça a été cette prise de conscience-là. Et pour revenir sur ta première question, je pense que ça a été cet aspect de faire un bon produit. Et le deuxième aspect, c'est, je pense, la constance. Je pense que c'est ce qui manque beaucoup aux entrepreneurs aussi d'aujourd'hui, c'est de ne pas abandonner. Alors, il y a plusieurs choses dans ça, de ne pas abandonner. Et la première, c'est échouer vite, adapter vite. C'est-à-dire que la chance que vous avez, c'est si vous abandonnez pas, forcément, vous avez plus de chances de réussir. Si tu postes 20 fois par jour sur LinkedIn, il y a un moment, forcément, il y a un post qui va devenir viral, tu vois. Si tu postes 20 fois par jour, tu as forcément un moment où tu vas apprendre qu'est-ce qui marche. Et c'est ce dernier point qui est important pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est juste de se dire, OK, tu fais 20 posts par jour, est-ce que tu fais 20 fois la même connerie ou est-ce que tu fais 5 fois une connerie, 2 fois une connerie moins importante
5 fois une connerie encore moins importante pour arriver en fait à quelque chose qui fonctionne beaucoup mieux à la fin des 20 fois, tu vois. Faut se dire, ça c'est peut-être compliqué de le voir parce qu'en fait quand tu es tout seul, tu sais, c'est comme quelqu'un qui va, je sais pas, qui va aller à la salle et qui va juste se filmer mais qui va regarder avec sa conscience à lui, qui va peut-être se dire ok bah là je vois que ça c'est pas bon, etc. Comment en fait ça peut être dur en fait de dire ok je vois qu'en fait j'ai fait 20 posts mais je comprends pas en fait qu'est-ce qui me merde en fait tu vois sur les 20 posts en fait et comment Ouais. tu en arrives à te dire ok bah là il y a peut-être un problème quoi. Hmm. Alors pour moi, il y a une leçon que j'ai apprise, c'est qu'il y a une seule chose qui m'importe, c'est le chiffre d'affaires de ma boîte. J'en ai rien à foutre de mon ego, j'en ai rien à foutre de faire un truc qui marche pas. J'ai pas vendre des pizzas si tout le monde veut des pâtes, tu vois. Euh, et même, je vais pas vendre des pizzas si je suis le seul à aimer les pizzas. Enfin, tu vois, bref, pizza à l'ananas. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où moi, en une journée, 2 jours, je sais si ça marche ou pas, tu vois. Il n'y a pas de. Je prends des décisions radicales quand je veux. Demain, je peux changer, diviser le prix de ma formation par deux si je veux, tu vois. Pendant la semaine de 15 août, parce que je me disais, ok, est-ce que je fais pas des formations à 250 euros, tu vois, ou est-ce que je fais pas une partie de ma formation à 250 euros. Est-ce que je fais pas, je sais pas, je rajoute pas une offre en plus, tu vois, ou est-ce que, en fait, c'est cette vélocité de test, de savoir ce qui marche et ce qui marche pas. Tu vois, par exemple, sur le dernier test que j'ai fait, j'ai passé beaucoup trop de temps dessus, mais j'étais vachement investi. Je comptais beaucoup sur ça l'été. Pour vous donner une expérience que j'ai menée récemment, c'était l'affiliation de ma formation. L'affiliation, c'est-à-dire que, en gros, tu permets à tes élèves de revendre ta formation en échange de gagner de l'argent. Et ils recommandent ta formation. Et moi, sur ma formation, ma formation est à 850. Avec la recommandation, tu l'as à 500. Donc, c'est-à-dire que les personnes vont rechercher des élèves potentiellement pour recevoir 100 euros, pour recevoir 40% de réduction sur la formation. Et les élèves gagnent 100 euros dès qu'ils font une vente. Donc, en fait, c'est un peu, pour moi, c'était un peu le truc parfait, quoi. C'est-à-dire que tu achètes une formation 500 balles, tu fais 5 ventes, elle te coûte 0 euros et tu continues de gagner de l'argent avec. Et moi, je continue de gagner de l'argent. En fait, bref, le cercle virtueux merveilleux, tu vois. Donc sur le papier, ça paraît trop bien. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que les gens avaient un ego. Tu vois, par exemple, ils bossaient sur une boîte depuis très longtemps, ils n'avaient pas le temps de s'occuper de vendre ma formation. Les gens, ils étaient en vacances, donc je faisais des lives tous les mardis. Tu vois, bah, ils venaient pas. On était 20 dans le live, ils voulaient voir les replays. Les gens comprenaient pas ce que je voulais faire, ce que je voulais dire. Les gens n'exécutaient pas. Les gens, je les ai mis en groupe, ils communiquaient pas. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, que genre, tes concurrents, c'est pas tes concurrents. Tes concurrents, c'est les gosses de tes prospects ou de tes clients. Les concurrents, c'est sur les réseaux sociaux, c'est les culs sur Instagram. Les concurrents sur. Non, mais c'est ça, en fait. Il faut vraiment comprendre que les gens, ils s'en battent les couilles de ta vie, tu vois. Et qu'en fait, il faut que tu arrives à capter leur attention. Et les gens pensent à eux, ouais, forcément. Ouais, et en fait, moi maintenant, aujourd'hui, je mets 10 fois plus d'intensité sur mes contenus et c'est reparti, tu vois. Genre, je travaille vraiment plus sur la valeur que j'apporte et ça marche beaucoup plus. Et tu vois, pareil, je sais pas, Donc ça, c'était la première expérimentation. Donc là, maintenant, ce que j'ai fait sur cette expérimentation d'affiliation, c'est que j'ai changé, du coup, l'approche que j'avais d'aider mes élèves à vendre ma formation. Maintenant, j'ai changé mon approche et j'ai communiqué dessus. C'est maintenant, il y a des lives toutes les semaines avec moi et vous pouvez en profiter jusqu'à la fin de l'été. Donc je sacrifie entre guillemets mon été, c'est vrai, en vrai je le sacrifie pour mes élèves, tu vois. Bon, tu vois, c'est vraiment du hack dans le sens où, ok, il y a un truc qui marche pas, je vais le transformer en action de communication pour que ça marche et que ça m'amène du lead après. Donc il y a toujours moyen de, tu vois, un peu comme un magicien, faire hop là, et en fait non, c'est autre chose, tu vois. Et ça, faut prendre des décisions rapidement. Donc en fait, par exemple, sur un type de post LinkedIn, si tu postes 10 fois, tu vois un contenu avec des emojis, un truc qui est trop loin à lire, tu essaies d'analyser en fait ce qu'il a vu ou ce qu'il n'a pas vu. Déjà sur 10 posts LinkedIn, tu commences à voir, tu fais un petit, un gros, un moyen, un épais, tu essaies de copier ce qui marche pas, etc. Tu vas voir un peu les sujets qui frappent les gens, tu vois. Et ensuite, tu vas adapter ton discours. Moi, le problème, c'est que je pense que, alors, je peux te donner des conseils que j'ai appris, par exemple, sur LinkedIn, même sur la création de contenu. Et c'est pour ça que je porte des lunettes aujourd'hui. Euh, c'est toi qui m'as demandé de les porter en plus, mais je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans le contenu, tu as deux catégories de choses, et ça, c'est un truc que j'ai compris après avoir fait 3 ans de contenu, même 4 ans de contenu. La première chose que tu as, et toi, c'est ce que tu fais très bien, c'est l'apport de valeur.
Dire que, par exemple, tu as des gens comme Shubham Sharma, que vous connaissez par exemple sur YouTube, qui a réussi à se faire un nom, c'est Shubham, c'est le mec du no-code, c'est le mec qui t'apprend à aller vite, c'est le mec qui t'apprend à faire ça. 100 000 abonnés, 150 000 abonnés, etc. Donc trop bien. En revanche, la chose, il y a d'autres créateurs comme, je sais pas, Thibault Louis ou des personnes que tu suis sur LinkedIn, même Alec Henry, tu vois, ou même Yomi Denzel pour ceux qu'on connaît le plus, où tu arrives à un autre niveau qui est valeur, mais aussi incarnation. C'est la deuxième chose, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qui tu es par rapport à l'audience. C'est-à-dire qui c'est Julien Vazon, tu vois. Qui c'est Kevin Dufresne. Et en fait, là, tu vois, genre Alec Henry, c'est un ancien mec qui a bossé dans les usines, qui est maintenant multimillionnaire, tu vois. Yomi Denzel, c'est étudiant fauché à multimillionnaire. Ça peut paraître con comme ça, mais c'est aussi du gros en termes de branding de se dire, ok, qui est-ce que tu es aujourd'hui? Moi maintenant, ce que j'ai réussi, et c'est pour ça que mon contenu est un peu beaucoup plus clivant et beaucoup plus rentre dedans, c'est que maintenant en fait maintenant je m'en bats les couilles, je fais du cash et vous me suivez ou vous me suivez pas, il y a le train qui passe, tu vois. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire sur moi, un peu bourrin, tu vois, un peu. J'essaie de bousculer les gens par des choses qui, moi, j'aurais aimé avoir, en fait. Je pense pas que quelqu'un va changer. Par exemple, moi, mon opinion, c'est que je pense pas que quelqu'un, et c'est mon truc clivant, c'est que je ne pense pas que quelqu'un va réussir s'il n'est pas bousculé. Je pense que faut une demolition party où en gros ça marchera pas, ça marchera pas, ça marchera pas, ça marche, ça marche. Tu m'écoutes, tant mieux, tu m'écoutes pas, bye. Et je vais pas me battre pour que tu m'écoutes, tu vois. Je m'en bats les couilles, c'est pas ma boîte, c'est pas ma vie. Donc dégage, tu vois. Mais en tout cas, je te dis dégage gentiment. Si tu m'écoutes pas, tu vas perdre de l'argent. Si tu m'écoutes, tu vas gagner de l'argent. Tu as la chance d'avoir potentiellement un mec qui te dit ce qui marche et ce qui marche pas, qui lui en a perdu. Donc moi, j'ai perdu beaucoup d'argent à tester des trucs qui marchaient pas, tu vois. Donc ça, c'est le truc un peu de l'ego de l'entrepreneur, tu vois, ou en mode, il est trop focus sur son truc, et il a trop envie de tester un truc qui marchera pas, et que toi, tu sais que ça marche pas parce que tu as déjà testé, mais il a quand même envie de le faire, tu vois. Et ça, malheureusement, C'est un peu le syndrome du héros, quoi. C'est genre, non, je suis différent et je vais trouver exactement. un truc au monde entier, quoi. Ouais, ouais, exactement. Ça, c'est un syndrome que je vois sur énormément d'entrepreneurs et qui est extrêmement dangereux. Donc oui, parfois, tu as raison, parfois, ça a marché, mais globalement, moi, les choses que. Moi, j'ai la chance d'être dans un écosystème où les mecs ont fait beaucoup de cash. Et donc, en fait, parfois, ils me disent là, c'est de la merde. Et vraiment, ils me traumatisent, ils me parlent trop mal. Et en tout cas, ils m'ont parlé trop mal. Maintenant, j'ai leur respect et tout, tu vois. Mais le peu de personnes qui m'ont donné des conseils où c'était pas en mode. Dur. Ouais, Cash, on va dire. je vais y aller quand même parce que t'as pas l'air sûr de toi. Tu vois, je suis désolé, mais si tu vois que t'as un vrai pote, si t'as un vrai pote et que tu vois que je fais de la merde, bah moi je vais te le dire, je dis là tu fais vraiment de la merde, arrête, tu vois. Genre, et je pense que ça c'est donc ça c'est moi, c'est ma personnalité, tu vois, c'est je suis comme ça. Après il y a des gens qui croient à l'inverse, c'est très bien hein, si vous pensez que vous pouvez changer les gens. Moi j'ai bossé à The Family, j'ai essayé de voir des entrepreneurs, j'ai essayé de les aider, j'ai essayé de les accompagner. Très peu enfin au final les seules personnes qui ont vraiment réussi c'est des gens qui ont été traumatisés. Moi c'est les traumatismes qui m'ont fait réussir et qui continuent à me faire réussir. Donc Le voilà, c'est deuxième, le deuxième point que tu mets en avant, finalement, j'ai l'impression que ça s'apparente un peu à ce que Gérald, que tu connais aussi, Gérald ouais, Faure, qui met en avant ces concepts de backstory, où justement ça permet vraiment de, de capitaliser sur son passé, son background, son histoire, et vraiment de se distinguer finalement du lot. Alors ce que je lui disais, c'est que je trouve que le concept a été un peu trop galvaudé, parce qu'on voit quasiment plus que de fauchés à millionnaires ou d'employés d'usine à attends, j'ai l'impression qu'il y a que des employés d'usine maintenant qui tombent ou de fauchés, mais c'est ok. ouais, Et donc vraiment de trouver je trouve que le concept de backstory justement permet de vraiment tirer son épingle du jeu. Et on peut pas nous le voler. non, Moi, je sais que je joue beaucoup sur le côté séduction, coach en séduction, tu vois, que je ouais, faisais au tout début. Et je trouve que ce concept-là de backstory permet d'arriver à un point peut-être qui est l'unfair advantage, où justement ça permet encore, et t'en parlais aussi sur un autre podcast, je pense que ça te parle aussi, ça permet encore vraiment d'appuyer son levier de différenciation. totalement. Ouais, c'est un truc que personne te volera, quoi. Genre, et en fait, je pense que même c'est une psychothérapie parce que tu comprends vraiment qui tu es et c'est quoi ton cheval de bataille, tu vois. Moi, par exemple, je te dis que je suis contre ça parce que j'étais mauvais à l'école, tu vois. En école de commerce, j'étais en train de monter mes boîtes et tout le monde se foutait de ma gueule. Quand j'ai quitté mon salariat, tout le monde s'est foutu de ma gueule. Et en fait, je me rends compte de comment sont les gens, tu vois, dans quel état d'esprit ils sont, en tout cas dans la majorité du temps. Et je pense que, ouais, enfin, c'est ma bataille,
enlever toutes les. Tu vois, il y a un podcast de Alec Henry pour le reciter sur ce qu'il disait, mais il a un podcast qui s'appelle Le Déclic. Et je pense que c'est exactement ce mot-là, en fait. Dans l'entrepreneuriat, tu as des déclics à avoir, en fait. Et les déclics, ils viennent pas dans une discussion de bar, tu vois, ou dans un truc. Ils Ça, viennent dans une période de difficulté où, en fait, un mec va te dire un truc qui est un peu en avance sur toi. Donc, moi, j'écoute pas les gens qui sont. Moi, j'écoute que les gens qui sont bien en avance. Donc, quand je prends des décisions radicales, c'est un mec, je sais qu'il me dit pas de la merde, même si parfois ils m'ont dit, Oussama, il a dit beaucoup de merde, tu vois, sur la boîte dans laquelle, dans The Family, plein de fois. Ça arrive, il ne peut pas avoir toujours bon. En revanche, la capacité que tu vas avoir à repérer ce qui est bon et ce qui est pas bon, et ça, je l'ai beaucoup vu dans les mecs qui maintenant cartonnent sur LinkedIn. Ou, je vais pas les citer parce que je les déteste, mais enfin, je les déteste pas, mais j'ai une histoire personnelle avec certaines personnes que j'ai formées sur LinkedIn et qui ont aucune reconnaissance. Et, euh, et, euh, et du coup, ça me tend de, comment dire, il y a des choses, en fait, des gens qui vont comprendre plus rapidement que d'autres. qui ont modélisé plus Leur vite. dire, voilà. Et qui vont prendre je sais pas comment dire, le meilleur d'une phrase. Tu vois, un peu comme toi, quand on s'est parlé la dernière fois, où tu as juste pris le meilleur que ce que j'avais à te donner, tu vois. Et tu savais dans ta tête, ça t'a permis de bousculer des trucs et d'avancer sur des trucs qui fonctionnent. Et je pense que ça, c'est une caractéristique, tu vois, d'un entrepreneur aussi, que moi j'ai toujours eu. Donc peut-être le troisième point sur ta question originale, qui est celui-là, qui est juste d'absorber les choses dont tu as besoin, traiter l'information et surtout mettre ton ego mais très très loin. Parce que en fait, même si tu penses que tu es au max, tu as toujours des trucs à apprendre. Ça, c'est un truc vraiment bullshit, mais vraiment pour le coup, c'est vrai. Pour le coup, ça peut être une phrase bullshit, mais c'est vrai. Tu as toujours des trucs à apprendre et surtout, tu as toujours des trucs à écouter. Il y a toujours des gens qui ont des idées. Et il faut être curieux de les mettre en pratique, tu vois, Ouais, pour voir ça si ça c'est vrai. marche. Mais trompe-toi vite, tu vois, échoue vite, adapte vite, tu vois. C'est vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps pareil. Et même, je rajouterais, t'échoues. Et tu vois, dans le mot adapter, c'est pour ça que je dis, c'est un peu le truc, ok, t'as fait de la merde, ça marche pas, mais essaie de trouver le moyen, comme je l'ai fait avec l'affiliation, d'en faire une force, tu vois. Et si t'arrives pas, tant pis, tu kills. Mais cette facilité à killer un truc sur lequel t'as bossé pendant 6 mois, et j'ai bossé pendant 6 mois sur ce truc, tu vois, euh, et je l'ai killé en 2 heures, c'est bon. Et tu vois, c'est ce que je te disais sur le focus, c'est le focus du CA en fait. C'est combien est-ce que mon temps me rapporte. Point. Je n'ai rien à foutre de faire des vues sur LinkedIn. C'est est-ce que mon poste a fait de la vente ou pas. Quel type de poste en fait. Quelle action en fait. Quel type d'argument me permet de faire de la vente. Donc là, le focus absolu, pour moi en tout cas, surtout quand tu es solopreneur ou que tu es entrepreneur, c'est le putain de cash flow qui rentre par mois, tu vois. Putain de cash qui rentre par jour même, maintenant aujourd'hui. Moi, je suis dans le focus par jour. Donc, tu vois, genre, Et avant, tu étais plus par focus par mois. j'étais focus par mois avant. Ouais. Yes, ok. Euh, Maintenant, je suis vraiment focus par jour. Ouais. Je suis pas. Et c'est un truc sur lequel j'essaie de sortir parce que c'est assez oppressant. Il y a des jours où, tu vois, j'ai pas fait de vente pendant un jour. J'étais là, ouais, putain, ça y est, mon business, il est mort. J'arriverai plus à faire de vente et tout, tu vois, genre c'était horrible. Et donc d'un côté, ça me fait un traumatisme, ça me remet moi dans ce qui marche, c'est-à-dire de me dire, ok, je suis en traumatisme. Je me rappelle qu'en fait, même si je peux faire beaucoup de cash par jour, bah il y a des jours où je vais rien faire, donc il faut absolument que tu vois, le ressort, faut absolument que je redécolle. Et tu vois, genre c'est passé ce que je vais donner dans le deuxième exemple, c'est qu'il s'est repassé ouais, une semaine. Bon, c'est les vacances aussi, mais je me trouve pas d'excuses. Il y a 2 semaines. Euh, Vraiment, tu vois, genre, c'est ce que je dis aussi dans une vidéo, c'est que moi, tous les jours, c'est une nouvelle journée, il n'y a rien sur mon compte, il n'y a rien qui est fait, j'ai aucun client, je recommence tout le temps à zéro. C'est fastidieux, c'est long, c'est chiant. Tout le monde ne peut pas être comme ça, mais c'est ça, moi, qui me permet d'être bon. Et donc, du coup, la chose s'était passée il y a une semaine, donc j'avais pas fait de vente un samedi et j'avais fait une seule vente un dimanche. Et j'étais vraiment pendant tout le week-end, tu sais, j'avais une boule ici, genre vraiment, je me suis dit, putain, casse les couilles. Et là, du coup, je me suis dit, bon, qu'est-ce qui marche sur LinkedIn? J'ai regardé un petit peu, j'ai regardé les trucs en ce moment, c'est les trucs tendances, tu vois ce que je disais. J'ai regardé les trucs tendances sur les posts LinkedIn du moment, les trucs qui faisaient le plus de likes, le plus d'engagement. J'ai vu qu'il y avait des carousels, j'ai vu qu'il y avait des petites images avec des trucs dedans, tu vois. Je fais ok, vas-y, go. Je fais des templates, je fais 7, 6 slides. Je peux regarder, je sais même plus, mais là, tu vois, genre mardi, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ventes, tu vois. Juste sur une slide, quoi.
Et ouais, bah ouais, c'est magnifique. Et genre, du coup, alors qu'avant, tu vois, je faisais rien. Et c'est juste ouais, la capacité que tu as à rapidement reprendre des décisions et rapidement, tu vois, itérer dans ta tête, trouver ce qui fonctionne et Adapter, exécuter. ajuster. Exécuter. Tu vois. Ouais, il y a un truc du coup qui revient souvent et j'aimerais bien qu'on aille sur ce point-là parce que donc ton expertise, elle est sur différents points, mais je pense que ce qui peut servir sur ce podcast-là, c'est tu parles souvent de vélocité et pour moi, ta grande force, c'est ce go-to-market qui est brutal, très rapide et un peu, je dirais, agressif, mais qui est hyper important aujourd'hui et trop souvent, je pense, négligé et justement peut-être trop temporisé, surtout par peut-être des solopreneurs ou des entrepreneurs qui voudraient se lancer, qui arrivent avec plein d'idées en tête, tu vois, etc. Donc toi, vraiment cette idée de vélocité et je trouve très forte chez toi. Et d'ailleurs, tu vois, on parlait d'un point tout à l'heure, mais c'est vrai que tous les deux, on avait échangé sur un point et sur un pivot que je faisais sur justement une approche business. Déjà, tu as cette capacité à, euh, à analyser en fait quelque chose qui est fait pour ensuite rapidement aussi en tirer des décisions. Et tu vois, on a eu un call, peut-être le call il a duré 20 minutes. Derrière, en fait, il y a eu des actions qui ont été concrètes, boum, ajustement. Et en fait, ça m'a permis vraiment tu vois, de passer de passer un palier parce que j'étais bloqué. Moi, ma question, c'est comment quelqu'un qui, par exemple, part de zéro, n'a pas l'audience que toi et moi, on pourrait avoir, il a une idée business, il veut la tester, mais il part vraiment de zéro. Comment on fait pour faire un go-to-market rapide et avec le maximum de feedback Ouais. à retirer? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question qu'on me pose souvent dans les podcasts. Je sais pas si tu as regardé les podcasts, mais du coup, moi, pour moi, il y a des étapes que je peux vous donner qui pour moi sont indispensables, en tout cas si tu veux te lancer dans le soloprenariat. Alors, la première étape, il y en a cinq, hein. Je vais essayer de bien les détailler cette fois, comme ça va être Merci beaucoup. le meilleur podcast. La première étape, et c'est ce que les gens font très mal, c'est d'identifier un problème. Identifier un problème de quelqu'un que vous connaissez. Donc, pour identifier un problème, je vous donne des étapes, chose que j'ai pas faite dans les autres podcasts, mais pour moi, pour identifier un problème, c'est bah, tu as des connaissances un peu business. Par exemple, typiquement, tu viens voir une personne comme moi, tu dis putain, Kevin, t'es pas sur Twitter. Tu as identifié que j'étais pas sur Twitter. Tu sais combien j'ai fait avec un de mes clients que j'avais eu, je lui ai fait 150 000 euros sur un webinaire sur Twitter. Est-ce que tu veux qu'on essaye? Et je prends 15%, voire même 20%. Tu vois. Ça, c'est intéressant. C'est une offre, un problème que j'ai effectivement qui me permet de gagner de l'argent, un canal que j'ai pas exploité, que je connais pas, avec quelqu'un qui arrive avec une expertise. Je ne peux pas dire non, tu vois. Euh, donc c'est plus une connaissance business. Donc pour avoir des connaissances business, bah, il faut faire du gros, c'est un peu comme moi, tester des trucs, tu vois. Par exemple, tu peux aller voir un infopreneur qui est pas sur LinkedIn. Par exemple, tu suis ma formation et tu vas voir, je sais pas, Antoine BM, tu lui dis putain, tu sais combien ce mec-là, il fait que sur LinkedIn, il fait entre 50 et 80 000 euros par mois, tu vois. Ok, bon bah Antoine BM, il va jamais dire non, tu vois. Genre il va dire ok, prends mon compte et amuse-toi. Euh, donc voilà, tu identifies des problèmes business. La deuxième, pour moi, que tu peux faire, c'est analyser des problèmes de temps. C'est-à-dire qu'est-ce que les gens, donc en tout cas, quand tu arrives à un certain palier de chiffre d'affaires, en tout cas, plus tu es riche, plus quelqu'un qui est riche, moins il a envie de s'emmerder en fait. C'est aussi simple que ça. Mais les gens les plus riches que je connais sont les personnes qui ont envie de passer le moins de temps possible à faire des trucs. Donc tout ce qui est virtual assistant, par exemple, un assistant qui va s'occuper de tes tâches, un assistant qui va t'aider, t'accompagner, etc. C'est un business qui peut extrêmement bien marcher pour des personnes dans l'extrapolation, bien entendu, mais d'un business. Je sais pas si vous kiffez faire ça. Moi, ça me saoulerait de le faire, du virtual assistant. En tout cas, il y a des gens qui sont bons. Donc, tu peux créer une agence de virtual assistant pour gens aisés, tu vois. Donc, la seule chose que tu as besoin de savoir, c'est comment est-ce que cette personne riche, je peux lui faire gagner encore plus de temps. Euh, et ça, à vous de vous démerder. Vous appelez des potes riches, vous leur demandez. Je sais pas, vous faites des sondages, vous allez voir, j'en sais rien. Mais vous pouvez rapidement identifier des choses. La troisième, pour moi, ça peut être le problème de la santé. C'est-à-dire que vous allez souvent les gens, par exemple, sur la nutrition, sur le médical. Donc vous pouvez, par exemple, moi je suis assez fan en ce moment pour un entrepreneur, par exemple, ce qu'il a envie d'avoir, c'est d'avoir un cerveau qui tous les matins se réveille bien, tu vois. C'est-à-dire un cerveau qui soit optimum parce que c'est
voilà, il n'a pas envie, encore une fois, l'histoire de temps, mais il n'a pas envie de passer genre une demi-journée à être réveillé, ou alors son coup de barre de l'après-midi, il faut que ça le wake up, etc. Donc, vous pouvez créer des alternatives santé pour permettre aux gens d'être meilleurs. Bref, problème. Je détaille bien maintenant. Euh, je donne des exemples en plus pour essayer de vous inspirer. En tout cas, moi, par exemple, j'ai fait une story récemment. J'ai ma copine qui est médecin, qui a fait ses études en médecine sur l'immunodéficience, etc., un truc comme ça. Et un matin, je me réveille, elle me donne une petite poudre qui remplace le café en fait le matin. Je pensais que c'était du café, finalement c'est de la cacao, caféine, etc. J'ai bu 4-5 gorgées. Je crois que j'avais jamais fait un CA aussi important dans la journée parce que j'étais mais une machine de guerre. Genre mon cerveau était hyper réveillé. Donc il n'y a pas de drogue, hein. Attention, tout est genre c'est du curcuma, hein, c'est du truc, tout est optimisé quoi. C'est pas du tout des drogues. Mais en tout cas, je trouvais que c'était une approche hyper intéressante parce que elle a fait sa petite mixture toute seule, tu vois, avec de la cacao, du curcuma, etc. Et pourtant, ça a un pouvoir de dingue sur une audience cible qui est moi, tu vois. Et donc, du coup, j'ai identifié un problème santé qui pourrait être hyper intéressant pour les entrepreneurs. Voilà, ça c'est un projet. J'ai fait une story Insta, j'ai généré, tu vois, même une story, même avec vos potes, hein. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une audience, comme tu l'as dit, mais une story Insta, vous pouvez. Alors attends, sur ta question, en plus, c'était lié avec l'audience. Donc par exemple, moi j'ai commencé à faire mes premières ventes avec mes potes, par exemple. Donc tu vois, je faisais des stories Insta, donc plusieurs stories écriture, en utilisant un framework tout con qui s'appelle le PASS, problème, agitation, solution. Donc moi, par exemple, sur la vente, je vais vous donner un exemple donc, concret sur cet exemple-là. Le problème, c'était, ouais, le café, il est mauvais pour la santé, parce qu'effectivement, ça fait des tachycardies, si tu en bois plus de 5, ça peut créer des cancers, etc., machin. Donc vraiment, moi, le problème, j'ai vraiment identifié le problème, tu vois. Deuxième étape, c'est agitation, c'est-à-dire que j'ai montré des articles, j'ai montré des études, j'ai confirmé, en fait, ce que je disais, que le café était très mauvais pour la santé. Et enfin, la solution, c'était cette fameuse poudre qui a été faite par des médecins qui m'a permis de générer X euros pour gagner de l'argent. Donc voilà, en gros, juste avec ce problème agitation-solution, en une story, vous pouvez. Ensuite, j'ai mis un sondage, est-ce que vous êtes chaud pour tester? Oui, non, et vous arrivez à générer des leads. Donc très simplement, vous pouvez aller sur des groupes Facebook aussi, en utilisant ce même framework, vous pouvez aller sur LinkedIn, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour générer des leads comme ça. Ensuite, la deuxième étape, donc là, une fois que vous avez généré du lead, ça va être de confirmer que votre solution, elle a réussi à répondre à la promesse que vous aviez faite. Par exemple, dans l'histoire de cette fameuse poudre, vous arrivez à faire une vente, vous arrivez à en offrir ou peu importe, vous arrivez à confirmer au téléphone ou en feedback que cette solution fonctionne. Tu vois. Et si la solution ne fonctionne pas, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Ça, c'est le problème de l'infoprenariat qui a été très mal vu, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont fait des formations juste pour le cash flow, c'était l'objet d'un de mes posts aussi récemment, c'est qu'il y a des mecs qui vont créer des formations en parallèle de leur taf, tu vois, en parallèle de leur taf de freelance, tu sais ce que c'est de faire une formation, tu sais ce que c'est, comment c'est compliqué, comment il faut être engagé c'est un vrai métier, quoi. Tu peux pas faire un exit comme ça, de faire 100K en ayant fait une formation, quoi. Soit c'est ton projet, soit ça ne l'est pas, tu vois. Voilà, pour moi, il y a un énorme focus à avoir sur ça, quoi. Et donc, du coup, faut confirmer qu'en fait, ton hypothèse ou ta solution répond au problème. La troisième étape, et ça, c'est l'étape aussi que peu de gens font, c'est d'identifier, de dépasser les objectifs de tes clients. C'est ce que tu fais aussi dans la vente, par exemple, mais je pense que c'est ce que beaucoup font dans la vente, mais c'est-à-dire comment est-ce que tu vas moi, par exemple, il y a des choses dans ma formation qui sont assez waouh, tu vois, en mode, ouais, mais putain, je faisais ça à la main, maintenant je peux le faire en 2 secondes, tu vois. Et donc, du coup, je sais qu'il y a des éléments dans ma formation qui vont faire, tu vois, j'ai même un mec de ma formation qui m'a envoyé un message il y a 2 jours, il m'a dit, putain, j'ai la tête j'ai la bouche ouverte à chaque fois que je regarde les contenus de ta formation, tellement que, il y a une mouche qui rentre dans ma bouche, tellement que je suis plâtré par ce que tu racontes, quoi. Et ça, je sais qu'il y a des effets waouh parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à aller les chercher. Et j'y vais continuer à le faire d'ailleurs avec ChatGPT ou des choses comme ça. Donc, tu dépasses tes objectifs. C'est-à-dire que s'il y a un truc qui se passe mal avec ton client, si je te donne des petits tips, s'il y a un truc qui se passe mal avec ton client, si ton client n'est pas satisfait, il faut qu'il parle, il faut qu'il s'exprime. Il faut qu'il dise là, ça marche pas, là, ce que tu fais, c'est de la merde, là, ça m'a pas rempli mes objectifs, donc je vais pas continuer le mois prochain. Ce qu'il faut, c'est closer le mois prochain. Donc, tu donnes tout ce que tu as. Et si tu n'as pas raison dès le début, c'est pas grave. C'est tout ce qui est garanti, tu vois, tout ce qui est satisfait et remboursé, satisfait ou remboursé, enfin bref, toutes ces conneries, où le mec se dit, bon ok,
ça s'est pas bien passé, mais le mec m'a fait ci, mais le mec fait ça, et puis le mec, c'est la sympathie un peu, tu vois, dans la vente. En fait, comment est-ce que tu vas faire en sorte que la personne reste? Je suis proche de lui, il y a une communauté. Tu peux penser à plein de trucs en fait pour améliorer l'expérience client de la personne. Ensuite, la quatrième, donc une fois que la personne a trouvé son problème, tu l'as résolu, tu as dépassé ses attentes, la personne, tu vas voir qu'il y a naturellement d'autres problèmes. Tu vas le voir. Et donc, avec toute cette masse de personnes que tu auras déjà engagées, avec lesquelles tu auras aidé, ils vont te faire beaucoup plus confiance que n'importe qui. Et c'est là où, en fait, tu peux faire un effet de levier hyper intéressant. Donc, moi, par exemple, avec les softwares, par exemple, j'ai une audience de personnes qui font de la prospection, qui font du contenu. Est-ce que je peux essayer de trouver des problèmes que moi, je rencontre au quotidien? Donc, par exemple, je suis en train d'essayer de voir comment est-ce que je peux faire avec ChatGPT un outil dans lequel tu partages juste une idée et qui va l'écrire avec mon style, tu vois, en analysant tous les posts que j'ai fait précédemment. Ça peut être un software, tu vois, tout con, ou avec le style d'Oussama ou avec le style de, bref, des influenceurs. Un truc gratuit, peut-être que je peux le faire gratuit, je le donne gratuit, qui fera une flywheel intéressante sur ma formation en me disant, putain, le mec, tu vois, il fait des trucs. Voilà. En fait, dans la quatrième étape du problème, c'est soit vous allez avoir de l'argent, vous monétisez quelque chose, donc un software par exemple, soit vous allez avoir de la visibilité. Par exemple, vous pouvez très bien dire, je vais lancer une mini formation en plus parce que je trouve que c'est pas complet dans la formation actuelle, pour encore plus dépasser les objectifs de mes clients. Tu vois, je l'offre gratos, je m'en fous. En revanche, je sais que les gens vont être tellement contents qu'ils vont en parler autour d'eux. Tu vois, ce que je fais par exemple de l'affiliation 2 heures de coaching enfin 1 heure de coaching par semaine pendant l'été, c'est un sacrifice. Les gens n'ont pas payé pour, c'est pas dans le contrat. À la base, ils ont juste accès à la formation. En revanche, j'offre la possibilité aux personnes de venir 1 heure gratuitement avec moi sans surcoût. Tu vois. Et ça, en fait, ça m'a rapporté beaucoup plus d'argent que si je l'avais fait payer. Tu vois, je le sais que dans les prochaines semaines, je sais, c'est une action de communication en fait. Tu vois, ça me fait pas perdre de temps, ça me fait mieux connaître mes clients, ça me fait kiffer aussi parfois. Ça me crée des liens entre eux. Enfin, c'est créer des liens entre eux. Tu vois, ça augmente la valeur. Donc, je vais identifier d'autres problèmes. Et la cinquième étape, bah, c'est de repartir en fait sur cette étape-là, c'est-à-dire d'identifier finalement ce que tu veux réussir à créer comme nouvelle solution pour répondre à des problèmes. Et pour citer un exemple d'une boîte, je trouve qui a très bien fait ça. Maintenant, je pense qu'ils sont dans le focus absolu sur leur boîte et je pense que tu feras pas une 100 millions de dollars compagnie en faisant ça, parce que pour moi, le focus est indispensable. Donc, par exemple, l'étape 4 et 5, elle doit être l'étape 4, si tu veux faire une 100 millions de dollars compagnie, elle doit être attachée à ton corps de métier actuel, tu vois. C'est-à-dire que tu peux pas partir comme a fait Lemlist, en gros, tu vois. L'Empire, c'est une boîte dans laquelle il y a plusieurs petits projets, tu vois. Donc il y a l'Empod qui permet de liker des publications sur LinkedIn, il y a Lemlist qui permet d'envoyer des messages, il y a l'Emstack, donc un outil de stack. Et donc en fait, ils ont une espèce d'harmonie d'outils, tu vois, qui leur permettent d'avoir un centre de gravité hyper intéressant. Moi, je trouve que ce modèle est hyper intéressant. J'aimerais bien justement parler avec Guillaume pour voir comment est-ce qu'il compte juxtaposer toutes ces idées en même temps. Mais effectivement, je pense que au vu de sa stratégie actuelle, euh, il est en train de se focus vraiment sur un produit qui va amener à 100 millions. Tu vois. Parce que le défocus de se concentrer sur l'Empod, de se concentrer sur l'Emstack, c'est du temps. Tu vois. Et je pense que pour conclure sur toutes ces étapes-là, vous devez être concentré sur l'atteinte des objectifs de vos clients. Et je suis convaincu que, par exemple, quand tu te défocuses, par exemple, moi je le mets sur le SaaS, pendant 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, je vais être moins avec mes clients. Ça peut se ressentir. Et ça pourra se ressentir sur mon CA. Donc, encore une fois, échoue vite, adapte-toi vite. Tu vois. Et en gros, plus vite j'aurais échoué, plus vite je pourrais revenir sur ce qui marche. Donc, surtout quand tu es solopreneur, en fait, il y a beaucoup de choses où tu peux te faire défocus. Et donc, du coup, faut juste bombarder, quoi. Donc, mets-toi dans ton tube et tu bombardes. Merci, merci beaucoup pour ces étapes et d'avoir détaillé avec des exemples en plus, c'est canon. Moi, toi, plus je t'écoute parler et plus je suis en train de me dire quelque chose, c'est que le gros hacker, je le voyais un peu comme un feignant. Genre vraiment, tu vois, le mec qui cherche à gagner le plus de temps possible. Mais ce qui est paradoxal dans ton approche, c'est qu'en fait, pour être feignant, il y a quand même énormément de travail. Et ce que j'entends beaucoup finalement dans tout ton partage, depuis le départ et sur quand même quasiment chacune des approches, c'est qu'en fait, il faut aller parler aux gens, quoi. Et que sans ton marché et sans tes clients, t'es pas grand-chose. Et qu'en fait, même avec toute la stack d'outils et toute l'expertise que tu as aujourd'hui pour aller te confronter à un marché, on n'enlève pas le besoin finalement d'aller parler à ses clients. Toi, tu disais tout à l'heure, en fait, tu as eu
as pris des calls et même si ça t'a pas plu, tu as quand même eu des retours clients qui t'ont aidé justement à implémenter et itérer derrière. Même du coup sur tes étapes, on retrouve quand même ce besoin de va parler en fait à ton marché. Et, euh, et je trouve que beaucoup essayent de sortir de là, que ça soit, tu vois, par des moyens détournés, en mode, bah, je vais me créer une audience, en fait, je vais créer des réels, des shorts où je vais danser, pointer du doigt des choses, etc. Alors désolé pour le bruit, j'ai un jet ski à côté qui fait un peu le kéké. Voilà, donc, Dubai style ouais, Bordeaux style là. On a des jet skis à Bordeaux. à Bordeaux, ouais. Et que tu vois, en fait, le problème, surtout pour la partie, je trouve, un peu B2C et surtout la cible un peu coach, tu vois, qui veut aider, etc., mais qui a peur de vendre, ces gens-là, en fait, évitent et ne vont pas faire ce qui est le plus important, c'est juste parler à la cible, quoi. Même Hmm. si c'est pas tes premiers clients, et que, mine de rien, sans ça, j'ai l'impression que aucune des techniques ne remplacera un go-to-market qui est validé, mais juste qui est prononcé et validé par ton client. Et si tu vas pas lui parler, tu peux pas inventer un truc Ouais. ou tu vas lire dans leur tête ou anticiper un truc qui n'existe pas, quoi. Totalement. Bah, alors, sur ce que tu as dit sur les influenceurs, si tu veux faire des danses TikTok, t'es plutôt mignonne et qu'en fait, ton modèle économique, c'est de vendre à des marques des t-shirts que tu vas porter tu vois, en montant tes boobs sur TikTok, c'est un très bon modèle économique. Ou si tu veux accepter des gens sur ton OnlyFans, c'est un très bon modèle économique aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce que je veux dire par là, c'est que tu as plusieurs systèmes que tu peux te créer toi-même, en fait, pour être le plus flemmard possible dans les actions que tu vas mener. En revanche, ce que moi, je trouve évident, c'est qu'il y a rien qui va arriver par hasard. Il y a très peu de chances que ça arrive par hasard, en tout cas. Et donc, ça implique de faire quand même pas mal de sacrifices, mais c'est sûr que de la technicité, du hack, des outils sans un produit qui trouve son audience. Donc, en fait, d'avoir ces techniques-là, ça t'aide plus à identifier très rapidement. C'est ce que je dis, moi, en 24 heures, je sais si ça marche ou pas, tu vois. Ça se sent, en fait. Ça se palpe. Tu vois, tu as des gens qui t'envoient des MP, tu as des gens qui te demandent, tu vois, tu te fais bombarder de messages. Le market fit, c'est ça, c'est t'envoies un message, tu as certaine intensité, tu vois, si t'arrives, moi j'ai les capacités aujourd'hui, et c'est ce que j'enseigne dans la formation aussi sur le copywriting, donc de réussir à vendre, vous pouvez le faire avec Pass, la solution que je vous ai donnée, mais tu arrives très rapidement à savoir si les personnes vont vraiment être chauds ou pas, quoi, tu vois, tu peux le sentir. Après, payer, pas payer, ça se gratuit ou pas gratuit, c'est ce que je veux dire. Tu vois, là, moi, mon SaaS, je fais pratiquement le rendre gratos, mais c'est parce que je le rends pratiquement gratos, parce que j'ai envie d'avoir des feedbacks, des retours, tu vois, j'ai envie d'avoir de l'usage, j'ai envie d'avoir des... Et après, j'augmenterai mon prix. Donc, tu vois, ça, c'est un truc aussi que les gens n'ont pas trop en tête, c'est que rien n'est figé, en fait, dans le marché. Tout bouge. Moi, ma formation, elle peut devenir has-been demain, mais un concurrent peut arriver, il y a le marché qui, finalement, il y a trouvé mieux, tu vois, enfin bref, il y a plein de trucs qui peuvent arriver. Donc, c'est l'adaptabilité qui est hyper importante à ton marché, la vision que tu en as, la bataille que tu mets tous les jours vers cet objectif-là. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que imagine la puissance de frappe que tu as avec mes techniques sur un produit qui a un market fit de gros bâtard, tu vois. C'est-à-dire que limite, un mec a un market fit, alors pour ceux qui savent pas ce que c'est la rencontre d'un marché un produit sur son marché ou d'un service sur son marché, qui est capable de, en gros, les gens payent, les gens recommandent et les gens utilisent votre produit, votre solution, votre service. Et ça, c'est un peu le Graal de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont travailler dans leur coin, alors qu'en fait, moi, et c'est ce que je dis très souvent à des potes, par exemple, qui ont des idées, les gens vont travailler sur leur process. J'ai un pote qui a fait ça, c'est-à-dire, non, mais si j'ai des clients, tu comprends, il faut que j'arrive à les accueillir sur une audience, j'arrive à machin, à truc, à bidule. J'ai fait des lancements, et je sais pas si tu as répondu au sondage, par exemple, de la poudre, je n'ai même pas encore envoyé de MP à ces gens-là, tu vois. Je les ai donnés à mon pote, et je suis sûr que mon pote ne va même pas leur envoyer de message, tu vois. Parce que lui, il n'est pas prêt dans sa tête à leur envoyer de message. Donc en fait, moi je m'en fous. Les gens ils vont pas chialer en fait, tu vois. Ils vont pas chialer parce qu'ils n'ont pas leur poudre. Il y a toujours le café, il y a toujours des alternatives. Et si c'est pas lui, ce serait un autre. Et je suis sûr qu'ils ont déjà oublié, tu vois. Euh, mais en fait, moi je m'amuse parfois à juste me dire putain ça pourrait être une bonne idée. Allez vas-y, je fais un post, tu vois. Ah tiens ça peut être une bonne idée. Allez vas-y, tu vois, je vais envoyer ça à ma newsletter. Même si ça arrive pas, c'est pas grave, tu vois. J'avais fait un truc d'ailleurs récemment. Enfin, j'étais à Bali, j'avais fait une vente, je crois, ou deux sur là. Je me suis dit, putain, vas-y,
fait chier, faut que je trouve une idée. Et la veille, j'avais rencontré un pote à Bali qui m'avait dit, vas-y, viens m'aider 2 secondes et tout sur mon business et tout. Et j'avais analysé son marché, j'ai regardé les concurrents, j'ai regardé son truc, j'ai essayé de comprendre, j'ai posé quelques questions. On a passé les 30-35 minutes, 30-45 minutes ensemble. Je lui ai donné une cinquantaine d'actions à mener. Donc j'ai enregistré mon ordinateur et je lui ai dit voilà, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ci, tu fais ça, machin. Donc je lui ai donné un plan d'action clé en main. J'ai dit putain, c'est cool en fait, je suis capable de faire ça. Allons voir si je peux le tester sur le marché. Et du coup, j'ai fait juste un post en disant bon voilà, je vais sûrement perdre de l'oseille à faire ça et ça va me faire chier. Mais voilà, pour 500 balles, je vous fais une vidéo de 5-10 minutes où je vous fais toutes vos stratégies pour votre stratégie de lancement ou pour votre boîte. Bah, ce jour-là, j'avais fait 5000 balles, tu vois. Mais c'était pas suffisant. Si j'en avais fait 100 000, je l'aurais industrialisé, tu vois. Mais j'en ai fait que 5000 sur un poste qui avait fait. Je peux essayer de te donner un ratio, si tu veux. Après, du coup, après, on peut se dire, ok, mais est-ce que du coup, c'est pas trop rapide pour se dire, c'est pas suffisant? Tu fais un premier lancement, enfin, tu fais juste un post avec une idée qui te rapporte en plus du cash. On pourrait se dire, bon, bah là, j'ai un produit market fit. Ah oui, tu as un market fit, clairement. Oui, oui, tu as un market fit. J'ai un market fit. Je dis pas que c'est un mauvais market fit, mais c'est juste que pour l'énergie que je vais y mettre, d'analyser un post, faire une vidéo, l'envoyer, si le mec se plaint, si le mec me fait chier, bref. Tu vois, c'est toutes ces charges mentales en fait que j'ai pas forcément envie d'avoir. Donc c'est plus la scalabilité de ton market fit. En gros, oui, tu peux passer, moi je peux offrir 10 heures de formation si je veux, et genre, mais ben non, ça me fait chier, tu vois. Même il y a même des boîtes moi j'ai refusé une très grosse boîte il y a quelques jours parce que qui me donnait un bon paquet de thunes, tu vois. Mais j'ai dit non, genre, enfin ça m'intéresse pas parce que c'est pas ce qui me fait kiffer. Je préfère créer une communauté, tu vois. Je préfère, je sais pas. Faire une nouvelle formation, je préfère faire un SaaS, je préfère m'associer sur d'autres projets, je préfère investir dans l'immobilier ou dans des boîtes. Là, je suis en train de me créer un petit studio dans mon appartement, tu vois, pourquoi pas en faire un business plus tard, tester un market fit. Donc voilà, tu vois, c'est plus ce truc-là. Donc en fait, un market fit, c'est plus vous contre vous-même. Donc tu me dis un poste, tu peux retenter une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois s'il faut, mais ça restera toujours dans cette moyenne-là, tu vois. Tu arriveras rarement un truc à réussir, et même toutes les boîtes que tu vois aujourd'hui, à faire. Bon, après, tu optimises ton produit. Donc, en fait, là, ce truc-là n'a pas marché. Donc, du coup, comment est-ce que tu peux le rendre mieux? Tu vois, comment est-ce que tu peux rajouter des briques qui vont augmenter le market fit et augmenter l'attractivité de ton offre? Par exemple, tu peux utiliser ChatGPT pour te faire une espèce de, tu vois, avec mes idées ou avec mon cerveau, ou, enfin, quand ce sera possible de le faire. Ça, c'est scalable, c'est intéressant. Tu vois, tu envoies une vidéo personnalisée. Tu peux aussi le faire en anglais, ce genre de truc. Donc, c'est cool, ça peut être scalable, tu vois. Donc, ça peut augmenter encore ton market, avec le fit. Est-ce qu'il y a un fit? Mais juste ton produit qui rencontre son marché, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Tu vois, le marché français, peut-être que c'était pas suffisant. Donc, comment est-ce que tu augmentes la taille de ton marché? Comment est-ce que tu augmentes la valeur de ton offre sur un marché? Je sais pas comment expliquer. Par exemple, le gros hacking, le marché français, il est comme ça. La valeur de mon produit, elle est comme ça, on va dire, tu vois, elle est assez intéressante. On va faire comme ça, tu vois. Si je vais en anglais, elle va être énorme, tu vois, beaucoup plus grande. En revanche, la valeur, vu qu'il y a beaucoup de concurrence, elle va être comme ça. Donc, est-ce que ça fit ou pas, tu vois? Est-ce que le marché fit? Est-ce que je vais gagner plus d'argent ou pas? Versus au milieu, l'intensité. Donc, moi, qui dois aller traduire mes vidéos, parler en anglais, créer une audience, créer une autorité. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là. Donc, je sais pas si j'arrive à être clair, mais en gros, C'est clair et merci pour ce feedback et c'est hyper intéressant et applicable en plus. On a beaucoup parlé du coup pour la partie un peu solopreneur, entrepreneur. Tu as une grosse partie dans ta formation qui est vraiment exclusivement dédiée aux commerciaux justement et que je trouve vraiment pertinente pour ceux qui écoutent le podcast. Ben, je vous invite à aller acheter la formation si vous voulez plus de détails. Maintenant, ma question c'est quoi les erreurs les plus courantes que tu as pu rencontrer ou voir du côté des commerciaux? Et là, si tu devais donner des conseils de gros hackers, il y en a, je suppose, une pelletée. Mais si là, moi, je suis sales, j'écoute le podcast et je dois écouter Kevin Dufresne, je dis putain, en fait, c'est incroyable le gros hacking, il faut absolument que je puisse l'implémenter. C'est quoi régulièrement ce que tu sais faire et qui sert le plus un sales? je pense que euh, il y a plusieurs choses. Alors, la première chose, c'est la prise de risque. Je trouve que les sales, vous êtes trop dans des choses. Alors, je fais une grosse généralité.
et je suis vraiment curieux de savoir ce que tu vas me dire. Mais je trouve que les sales, il y en a rarement que j'ai vu qui avaient vraiment une prise de risque, tu vois, qui prenaient vraiment des... Ils sont dans leur process, ils ont leur petit CRM et ils suivent un parcours, tu vois. Donc un truc, un fixe mindset qui ne peut pas du tout coller avec un gros mindset. Ce que je veux dire par là, c'est un fixe, grosse mindset, c'est deux mentalités différentes. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui a été faite très rapidement à Stanford sur des élèves dans laquelle la personne, une scientifique, une chercheuse plutôt, a fait des études sur les gens qui avaient réussi, qui avaient une belle famille, qui avaient un bon boulot, qui étaient heureux, et les gens qui se sentaient frustrés, pas heureux dans leur vie, etc. Donc ça a commencé à très petite section, et elle a identifié deux types de mentalités, fixe et grosse mindset. Pour moi, le gros hacking, c'est la définition même du gros mindset. Tu vas toujours se remettre en question, toujours chercher d'optimiser, être content quand ça a échoué parce que tu as appris. C'est ça le gros mindset. Le fixe mindset, ça va être plus, ok, bah, je suis des étapes, j'ai pas envie d'échouer, j'ai peur de prendre des risques, j'ai peur de, tu vois, faire d'autres choses que ce qui existe déjà. Donc déjà pour moi, il y a une caractéristique de sales comme ça qui m'a toujours vachement perturbé parce que j'arrivais avec plein de nouvelles idées, plein de nouvelles techniques et jamais rien n'avait été mis en place. Deuxième chose, c'est qu'en fait, pour moi, faut aimer contourner les systèmes. Tu vois, c'est un peu ma phrase. Mais par exemple, mon frère, je l'avais au téléphone, il est dans l'immobilier, tu vois, il me racontait des histoires de comment est-ce qu'il avait réussi à atteindre un prospect, tu vois, faire preuve un peu de créativité. On s'est un peu lié avec la prise de risque, mais c'est-à-dire, putain, mais regarde, toi, t'es sales, tu fais du contenu en ligne, tu arrives à générer des leads de malade, tu arrives à faire un CA de fou. Pour un gars qui est tout seul, tu arrives à monter ta boîte, tu es tout seul, tu pas besoin d'équipe. Putain, mais prenez des risques. Tu vois, soyez audacieux, allez sur LinkedIn, allez parler, allez automatiser des trucs, faire de la prospection, tester votre produit. La frustration que vous allez avoir, je pense, c'est de ne pas avoir de point de flexibilité sur le produit ou sur l'offre. Donc, c'est juste ça, moi, ou le truc où je me sens très frustré en tant que sales, c'est de ne pas pouvoir me dire, putain, mais en fait, j'ai eu des mecs, j'ai eu 20 personnes au téléphone, personne ne veut acheter, qu'est-ce que je fais, tu vois. Donc, moi, ouais, c'est ce côté vachement créativité, prise de risque. Je suis sûr que si vous allez sur LinkedIn, vous allez générer du lead. Je suis sûr que si vous travaillez votre personal branding, vous allez sur LinkedIn. Je suis sûr que si vous suivez les actions de prospection que je vous mets dans la formation, vous allez trouver des leads. Vous allez augmenter votre audience, même sur Facebook. Pourquoi est-ce que vous ne créez pas des lead magnets, tu vois? Aujourd'hui, vous avez la capacité de créer un lead magnet en 2 secondes sur Canva, quoi. Tu vois, enfin, c'est pas une landing page, il suffit juste de demander à votre service tech de connecter votre DNS, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais putain, ça y est, vous avez un site internet avec Webflow en 2 secondes. Donc comment est-ce que tu allies pour moi la vélocité de la tech avec la créativité du gros pour pouvoir créer en fait un espèce de mini CEO, tu vois, en gros, tu as un mini CEO d'une de tes boîtes. Comment est-ce que tu vas tester des choses qui ont jamais été testées avant, qui peuvent pas te ramener 2-3 leads par jour, mais qui peuvent t'en ramener 20, tu vois. Bah, je trouve que là où je te rejoins, c'est que les sales, ils ont vraiment beaucoup plus l'état d'esprit de je vais contribuer en fait à aider un business parce que c'est pas mon business. Ouais. Donc l'avantage de ça, c'est qu'il y a un côté serviabilité et, euh, et, euh, et un peu fidélité aussi du sales envers ta boîte qui est importante. Maintenant, on va donner à un sales, bah tiens, regarde, le canal d'acquisition qu'on a essayé, c'est ci, on a fait ça, et donc du coup, va là-dessus, fais comme ça. Les sales vont être très exécutants dans la tâche. Ouais. Maintenant, pour moi, ce qui leur manque, c'est en effet le côté entrepreneur, où justement, je réfléchis en fait comme un entrepreneur. Et si j'étais sales, c'est qu'en fait, c'était mon business à moi. Qu'est-ce que j'essaierais de mettre en place? Tu vois, tu parles de mettre en place des lead magnets, tu parles d'aller sur LinkedIn, de créer une audience, ou en tout cas de commencer à avoir du reach et des connexions. Je trouve ça hyper important et intéressant à faire parce que justement, ça permet vraiment de multiplier les opportunités. Ça peut être d'aller dans du networking, connecter avec les gens. Après, quand tu es seul, c'est comme ta capacité à toi d'aller créer du lien. Et donc, du coup, de vraiment se dire, OK, si c'est, en fait, je suis sales, mais c'est ma boîte. Et si c'était ma boîte, qu'est-ce que je ferais comme Ouais. action pour aller chercher et multiplier les leads? Bon, il y en a un paquet. Si là, tu devais lister, je sais pas, allez, 4 outils à stacker dans ma boîte à outils de sales, c'est quoi les outils les plus peut-être percutants ou efficaces que tu me recommanderais en tant que sales? Franchement, ça dépend vachement de la boîte. Ça dépend de la vélocité que vous avez, des idées que vous avez aussi, tu vois. C'est juste, ah bah tiens, j'ai une idée, on va faire une landing page, comment je connecte mon Webflow, j'ai une idée, comment je connecte mon Calendly, machin. Franchement, moi j'aurais dit LinkedIn, Google Spreadsheet, quoi. Tu vois. Truc tout con, Ouais, quoi. Genre, t'as pas besoin de LinkedIn, Spreadsheet, Captain Data.
avec un petit Casper, avec une petite truc en cascade pour aller récupérer des numéros de téléphone ou des contacts. Une bonne touche de copywriting, une bonne clairvoyance, une bonne créativité. Franchement, pour moi, c'est suffisant. Enfin, tes sales, ça dépend de tes canaux d'acquisition, ça dépend de comment tu veux bosser, tu vois. En fait, ce que tu recommandes, c'est de s'équiper pour rejoindre ce qui t'est cher finalement. C'est ce côté un peu bulldozer, mais c'est je m'équipe pour aller rapidement trouver du lead et le reacher en fait, et le contacter. Donc, voilà. Donc là, les Ouais. outils que tu as donnés qui sont très bons. Mais on en revient toujours à la même chose qui est juste aller parler à votre marché, quoi. Exactement. Ouais, bah ouais, c'est clair. Mais surtout, en fait, moi, ce que je recommande dans la vente, c'est vraiment d'identifier et de rentrer dans la tête d'un prospect. Tu vois, moi, j'ai des potes qui sont entrepreneurs. Euh, et j'ai la chance d'avoir ces mecs-là qui sont pas très bons dans le business pour m'inspirer sur les contenus que je vais faire ou les conneries qu'ils ont faites, tu vois. Ou je leur ai dit de pas le faire, mais ils l'ont quand même fait. Et du coup, ça me donne beaucoup d'idées de contenu. En fait, c'est en parlant avec les gens que moi j'ai des idées. Et donc, par exemple, je parle souvent de cette histoire parce que ça m'avait pas mal marqué. C'était pendant Noël, j'étais à la salle de sport et j'ai une pote qui m'envoie un message sur Instagram qui avait acheté ma formation acheté ma formation pour son mec pour Noël et j'avais fait cadeau d'une soirée et moins important cadeau d'une vie et j'avais envoyé juste le screenshot tu vois, de cette personne-là. Et du coup, bah, j'avais fait, je crois, 4 000 € pendant Noël. Juste en fait les gens qui avaient mis leur CB à la dernière minute, tu vois, parce que c'était un persona avec une histoire qui fitait avec l'actuel. Et il y en a plein, en fait, des façons de faire comme ça aujourd'hui, des histoires que tu peux raconter en fonction d'un persona. Et c'est, je pense, le truc le plus puissant aujourd'hui. C'est pour ça que les meilleurs vendeurs, en fait, comprennent, mais très rapidement, les problèmes, tu vois. C'est-à-dire que, ouais, bah, t'as acheté une putain de chemise, mais tu crois qu'il aurait pas plus kiffé que t'investisses en lui, tu vois. Et il y a plein de trucs qui se passent juste avec ces deux phrases. C'est qu'en fait, si t'investis en lui, bah, il va pouvoir te payer des cadeaux, il va pouvoir partir en vacances, on va pouvoir monter des projets ensemble. Tu vois? Donc en fait, c'est comment est-ce que tu as la capacité à utiliser les mots qui vont transformer. Moi, j'ai toujours été un peu dans la persuasion aussi avec la drague et tout. J'ai toujours été persuadé qu'il y avait toujours des mots à trouver pour convaincre, négocier, vendre quelque chose. Et ça passe par la compréhension. Tu vois, pareil que je disais Twitter, mais ouais, ok, t'as vu que j'étais pas sur Twitter, tu vois. Bah, vas-y, aide-moi. Go. Je vais dire oui. Donc oui, t'es un vendeur, t'as pas besoin d'argumenter. Tu me dis juste, vas-y, je prends 20% des ventes qu'on fait ensemble. T'as pas besoin de commenter, genre, c'est pas grave, go. Je te donnerai même Visiteurs et un closers numéro. qui écoutent le podcast, il y a une opportunité à aller chercher. Lancez-moi sur Twitter, les gars, s'il vous plaît. Ou les nanas, d'ailleurs. Mais même, alors, je dis les nanas, tu vois, même les nanas, même la posture, ça peut être important. En fait, il y a un truc de Naval, je sais pas si tu avais vu sur la richesse. La première, qui est importante en termes de statut que tu prends. Tu as le statut, donc les trucs que tu gagnes, la nana actuelle, les choses. La deuxième, donc c'est Naval, c'est un philosophe sur l'argent. Mais je trouve que quand tu es commercial, c'est important parce que je vois souvent des commerciaux qui arrivent en costume cravate et tout, tu vois. Mais je pense que le statut, la façon que tu as de te présenter, la signature même de mail, elle est vachement importante. Donc tu as le statut, le cash flow que tu vas faire et les investissements qui vont te générer du cash, quoi. C'est trois manières de devenir riche. Je pense que quand tu es commercial, tu as bien envie de devenir riche. Donc essaye de jouer avec ces trois piliers-là, tu vois, donc ton statut, pour attirer des gens qui sont riches. Tu vois, mais je mets des lunettes, mais peut-être que les mecs ils vont me prendre pour Tony Stark, tu vois. mais, mais tu vois, t'as des trucs comme ça marrants où Sama, je me rappelle, il mettait une chaussure bleue, une chaussure rouge, et putain, tous les médias ils étaient hyper contents de dire ce mec très bizarre qui a avec une chaussure rouge, une chaussure bleue. Ils étaient à mourir de rire, tu vois. Donc en fait, ouais, c'est une identité que vous pouvez créer aussi en tant que sales qui peut être merveilleuse, un peu ce qu'on disait au début, l'incarnation, quel type Ouais, de sales exactement. vous êtes, tu vois. Et ça peut être hyper puissant et vous démarquer sur plein de choses. Merci beaucoup, Kev, pour tout ce que tu as partagé et pour ton retour d'expérience, tes conseils hyper précis et applicables. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose que tu voudrais mettre en avant? Où est-ce qu'on te retrouve? Ouais, bah, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Moi, c'est Kevin Dufresne avec deux S, un F, AI, donc DUFRI 2 SE. J'ai essayé de contourner le système encore. Non, moi, juste le mot de la fin, si j'ai envie de vous dire un truc, c'est si vous avez une idée en tête, faites-la. Vous perdrez beaucoup plus de temps à réfléchir si ça a marché qu'à l'avoir testé. Et c'est pour moi, ceux qui réussissent font partie des catégories des gens qui ont une idée et qui la font.
Donc voilà, juste faites-le et puis bon courage. Merci encore du coup pour l'invitation. Bah, avec plaisir. 5% de batterie, donc on arrive pile. Pile au bon moment. Voilà, j'ai encore contourné les systèmes. J'espère que je ne vous ai pas trop gonflé. Et puis je vous attends pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup. Je vous invite tous aussi à aller checker du côté de la formation de Kevin, qui est une vraie pépite sur le gros. Kevin, je te souhaite une très bonne journée. Merci encore de m'avoir accordé de ton temps et de ton expertise sur le podcast et je te dis à très vite.